Bonjour à toutes et à toutes, donc merci de m'avoir invité pour venir vous parler un petit peu d'énergie et oui, de parler d'Homo energeticus qui est, à mon humble avis, l'évolution majeure d'Homo sapiens du fait de l'appétence et j'irais même jusqu'à l'addiction qu'Homo sapiens depuis qu'il est sapiens et qu'il a eu une révolution cognitive, c'est-à-dire 70 000 ans. Il y a 10 000 ans, il devient un peu plus sédentaire. Il y a 200 ans, il y a une révolution industrielle et on voit bien que l'énergie a accompagné tout ça. C'est une photo vue d'espace qui vous montre une zone géographique extrêmement illuminée. Alors, comme mon accent le laisse supposer, moi je viens du nord, mais plutôt du nord des Pyrénées. Et vous allez voir donc le golfe du Lion la nuit avec énormément de pollution lumineuse, ce qui nuit aux astronomes amateurs dont je fais partie, mais qui est surtout pour moi la face émergée de l'iceberg. C'est-à-dire que oui, l'évolution d'Homo sapiens a été très fortement connectée à la maîtrise de l'énergie, et je dirais que c'est grâce à ça que nous avons pu maîtriser à la fois la possibilité de nous transporter sur des distances très très longues, de maîtriser l'industrie, d'augmenter la durée de vie, l'espérance de vie, et nous sommes dans on va dire une étape de notre histoire où la fameuse photo que vous allez voir montre beaucoup d'énergie, beaucoup de pollution lumineuse, mais il y a toute une partie invisible qui existe à l'heure actuelle, dont depuis peu de temps on se rend compte de l'importance. Alors je veux parler de quoi? Je veux parler en particulier du numérique. En 2020-2021, il y a eu donc un article assez intéressant qui montrait que la projection de l'utilisation de l'électricité dans le monde destiné aux usages numériques allait dépasser 21%. Donc plus de 20%, plus d'un cinquième de l'électricité à l'horizon 2030-2035 va être uniquement consommée dans le cadre de l'utilisation d'Internet, en particulier du streaming. Alors c'est intéressant parce que ce volume, si on sera mené à un volume d'énergie, ce volume d'énergie utilisé et consommé, il est équivalent à celui que nous consommons à l'heure actuelle dans le cadre du transport terrestre. Donc vous voyez que les routes de l'information sont en train de devenir très importantes, avec un impact sur l'environnement que vous connaissez sûrement, mais dont on pourra parler si cela vous intéresse. Alors, revenons aux faits. La production annuelle dans le monde, donc les chiffres 2022, donc ce sont les seuls dont nous disposons à l'heure actuelle de manière précise. On voit que la consommation d'électricité, alors c'est la production annuelle d'électricité et la consommation associée, la consommation d'électricité a augmenté de 2% par rapport à 2021. Il y avait aussi une augmentation entre 2020 et 2021. Donc la crise Covid nous amène à diminuer drastiquement notre consommation d'énergie, et vous voyez que 2 ans plus tard, bientôt 3, il ne se passera plus rien, c'est-à-dire que nous allons revenir sans aucune difficulté à nos modes de consommation d'avant. Alors les évolutions, on peut le voir ici, c'est l'augmentation significative de la part de l'électricité renouvelable, en particulier d'origine éolienne et solaire en 2022, avec une augmentation de 10 à 13%. Donc vous voyez que cette augmentation, elle est continue. Mais si on s'intéresse en 2022 à la figure qui est au centre, vous voyez que la part d'électricité obtenue à partir de charbon, de gaz naturel, elle est très importante. Et en 2022, globalement, pratiquement 60% de la production mondiale d'électricité était encore carbonée. Et si on regarde les projections qui ont été faites par l'Agence internationale de l'énergie sur la partie droite en 2025, vous voyez que cette part d'électricité carbonée va rester très élevée. Alors oui, cet aspect d'addiction à l'énergie nous amène à une addiction à des énergies fossiles, dont certains ont dit très récemment, mais qui aurait pu s'attendre? Et moi, je me suis amusé à rechercher dans un journal grand public, un quotidien néo-zélandais, donc vous voyez que c'est vraiment pas un journal spécialisé, où il est fait état d'un article avec la première inquiétude de l'utilisation du charbon et des conséquences que cela pourrait avoir. Et cet article est un article dans un supplément du quotidien du dimanche, destiné aux lecteurs qui ont peu de temps pour entrer dans des sujets un petit peu plus compliqués. Il dit, mais tout ce charbon que l'on va utiliser
Et donc tout ce qu'on va rejeter, ça pourrait avoir des conséquences dans le futur. Et donc si on regarde la date de ce quotidien, nous sommes en 1902. Donc vous voyez que cette prise de conscience que certains imaginent récente, elle n'est pas si récente que ça, et il y a eu bien sûr beaucoup de choses. Alors, l'élément important que nous vivons à l'heure actuelle, ce sont nos collègues du GIEC qui alertent depuis de nombreuses années. Et là, je vais vous faire grâce de cette planche parce que je pense que vous la connaissez. En tout cas, vous connaissez l'importance de ces travaux. Moi, j'en profite pour leur dire que je suis toujours étonné que mes collègues chercheurs dans le domaine du climat, dans le domaine de l'astrophysique, subissent de la part, on va dire, de certaines personnes dans les réseaux sociaux des attaques, puisqu'effectivement, nous sommes formés à discuter sur des faits, et on voit bien que l'opinion a parfois, dans le domaine scientifique, au moins autant d'importance que les faits. Et ça, je pense que c'est important qu'on se le dise et qu'on reste sur une vision de la science qui nous permet quelque part de pouvoir réfléchir. Alors, quand on regarde à l'heure actuelle, Homo energeticus français, il est dans une période où il sort d'une période peut-être très troublée et on espère avoir un petit peu plus d'accalmie, puisque entre le contexte géopolitique d'une part et les aspects économiques de l'autre, vous voyez que nous avons passé un hiver 22-23 où il y a eu beaucoup d'inquiétudes sur la disponibilité et l'accès à l'énergie. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les prix et les coûts associés à l'énergie se sont envolés. Là, vous avez des coûts d'électricité qui sont négociés par les grands consommateurs, les industriels qui sont les gros consommateurs d'électricité. Donc vous pouvez, l'année N, négocier l'achat de grandes quantités d'électricité pour l'année N+1. Et en 2022, quand il s'agissait de prévoir l'achat donc du mégawattheure industriel, il se négociait entre 70 et 80 euros le mégawattheure. Et là, vous voyez qu'en 2022, quand il s'agit de réfléchir à 2023, les coûts ont atteint 300 euros le mégawattheure. Et vous voyez l'aspect, je dirais, à la fois politique et technique, avec la hausse du gaz, la guerre en Ukraine. Donc vous voyez que ce sont des coûts qui ont explosé, avec un bouclier tarifaire qui a été mis en place par le gouvernement de manière à amortir, mais ça a quand même coûté 40 milliards d'euros à nous, les citoyens français. Donc c'est quand même intéressant de voir que, alors qu'on pourrait se poser la question que l'électricité, l'énergie et l'électricité en particulier est un bien, je dirais, un bien public et un bien nécessaire, il y a quand même beaucoup de spéculation sur cette partie énergétique. Et alors là, je vous parle de la France, dans le cas de nos voisins en UK, les prix ont monté jusqu'à 1000-2000 euros le mégawattheure. Donc il y a eu vraiment des situations assez compliquées. Alors, si on s'intéresse maintenant à cette politique énergétique, c'est-à-dire qu'est-ce qui pourrait faire que Homo energeticus est en possibilité de se projeter et d'atteindre la neutralité carbone en 2050, ce qui est un petit peu l'objectif que nous devrions tous avoir à l'issue des travaux menés par nos collègues du GIEC. Et sur la partie qui est en haut à gauche, vous avez un petit peu le scénario vers lequel on doit tendre entre maintenant, donc 2022-2023, et 2050. Donc à l'heure actuelle, toute énergie confondue, nous consommons 1600 TWh en France. Et vous voyez que sur cette consommation, la part de l'électricité est de 25%. L'objectif pour atteindre une neutralité carbone en 2050 nous amène à imaginer une consommation à 930 TWh avec une part de l'électricité qui est donnée ici à 55%. Donc ce que vous avez ici, cette planche, c'est ce qui a été présenté par RTE, le transporteur d'électricité national. Donc ce sont les fameux scénarios RTE qui ont été présentés et beaucoup discutés. Et vous voyez que l'électricité, donc ça c'était en 2022, et vous voyez que la part de l'électricité explose, puisque défossiliser, c'est aussi très fortement, c'est aussi fortement électrifié.
Donc défossiliser, décarboner, ça veut dire augmenter la part de l'électricité, donc l'électricité bas carbone. Donc vous voyez qu'il y a à la fois 40% d'économie de consommation qui est attendue sur l'efficacité énergétique, sur la sobriété, et aussi une augmentation très importante de la capacité à produire de l'électricité bas carbone, avec un mix français qui est à la fois du nucléaire pilotable et à la fois des énergies renouvelables intermittentes, l'objectif étant de monter la part de ces énergies renouvelables qui sont aux alentours de 20% à l'heure actuelle, pour les monter à 30 et peut-être 40%. Alors c'est intéressant ces 4 leviers, parce que vous voyez qu'ils adressent en bas à gauche les secteurs qui sont les plus gros consommateurs d'énergie, le transport, l'habitat tertiaire ou résidentiel et l'industrie, enfin les activités tertiaires, pardon, le résidentiel et l'industrie, et que l'efficacité énergétique, c'est on va dire un élément important. Donc on parle beaucoup d'isolation. Il y a un article très récent qui est sorti dans Le Monde qui montre les travaux d'un think tank qui s'appelle I4C, qui a travaillé sur quel est le coût de cette efficacité énergétique, quel est le coût de la sobriété pour les ménages les moins favorisés. Et si on met bout à bout toutes les aides auxquelles ces ménages ont droit, isoler leur habitat, c'est globalement 1 an de salaire. Et de manière assez curieuse, quand on regarde pour ce même type de ménage en France le coût d'achat d'un véhicule électrique neuf, toute aide étant déduite par ailleurs, ça correspond à un an de salaire. Donc vous voyez que cette notion d'efficacité énergétique, mais aussi de sobriété, je dirais accompagnée, elle heurte assez rapidement la notion de justice sociale, puisque effectivement nous ne sommes pas tous égaux par rapport au fait que nous pourrons investir là-dessus. Alors la sobriété, on en parle aussi beaucoup, la sobriété, surtout au début de l'hiver, où on va revenir à des thermostats à 19 degrés de manière à essayer de maîtrise. C'est ce que nous avons fait l'hiver dernier, donc Homo sapiens, Homo energeticus français l'a fait avec, je dirais, bénéfice, puisqu'il y a eu un gain important qui a été présenté d'ailleurs par EDF. Si on creuse un petit peu, ce gain a été aussi lié parce que les industries n'ont pas pu fonctionner. Certaines, comme Duralex par exemple, pour les verres de boissons, ont arrêté leurs usines du fait de la consommation énergétique de leurs fours. Donc vous voyez que parfois la sobriété, telle qu'on nous l'affiche, elle cache aussi une réalité sociale. Et puis énergie renouvelable, énergie nucléaire, j'en ai parlé. Ça, ce sont des chiffres globaux, puisqu'on vous a mis en rouge là, c'est en 23, donc un an et demi après que ces scénarios aient été présentés. Quand on fait le bilan et quand on remet à jour, on voit que en fait, le nucléaire, le renouvelable, ENR, l'efficacité énergétique et la sobriété, on doit augmenter ce qu'on avait prévu. Ce qui veut dire que je vous parlais d'une part d'électricité à 55% en 2050. Là, avec les chiffres actuels, on va plutôt friser 65, voire 70% d'électricité dans notre mix. Donc ça, c'est un point important. Derrière ces enjeux de production d'énergie, il y en a un que vous connaissez, c'est celui de l'approvisionnement en matières premières. Donc énergie fossile, charbon, gaz, pétrole. On arrive sur l'uranium, qui est utilisé dans les réacteurs du parc actuel. Et puis l'uranium, RNR, qui pourrait être utilisé, qui sera utilisé dans la 4e génération de réacteurs, les réacteurs à neutrons rapides en particulier. Vous voyez que vous avez l'échelle de temps. Nous sommes environ entre le charbon et l'uranium, à peu près sur une centaine d'années de projection sur un rythme actuel, même si ce chiffre, cette statistique est un peu ancienne, elle reste d'actualité. Et puis avec l'uranium dans les réacteurs neutrons rapides, le fait de pouvoir tourner et de recycler en permanence les combustibles uranium et plutonium, on est sur plusieurs milliers d'années, puisqu'on va pouvoir utiliser les matières qui sont à l'heure actuelle entreposées en attendant l'arrivée de ces réacteurs. Au niveau sécurité d'approvisionnement, vous le voyez, nous sommes dans un cadre d'importation assez important, avec la géopolitique qui s'est invitée et la difficulté de pouvoir communiquer avec les Russes, tel que nous le faisions pour l'énergie en particulier. Alors, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que au XXe siècle, je pense qu'il y avait
une vision d'Homo energeticus qui était que l'énergie était disponible et quasi infinie. Je crois qu'au XXIe siècle, cette perception a évolué, je dirais bien heureusement. Mais j'ai un peu l'impression qu'on est passé aussi d'une perception d'un monde fini pour l'énergie à un monde infini lié au numérique, lié au renouvelable, avec le fait qu'il y a une méconnaissance du fait qu'il y a une dépendance que nous sommes en train de créer vis-à-vis de matières premières, de matériaux nécessaires, qui vont aussi affecter notre souveraineté. Vous avez ici des scénarios qui ont été donnés par l'Agence internationale pour l'énergie d'augmentation, de prévision d'augmentation, de consommation de ces métaux, de ces terres rares, de ces matériaux entre 2020 et 2040. Et vous voyez lithium, cobalt, nickel, graphite, donc les objets importants utilisés pour les batteries avaient des augmentations qui sont énormes. Un facteur 40 attendu pour le lithium, facteur 20 sur le cobalt. Donc vous voyez des chiffres qui sont assez importants. Si on regarde aussi sur le solaire photovoltaïque, pour l'automobile, l'éolien, les terres rares, pour les transports et les réseaux, le cuivre, vous voyez aussi des facteurs d'augmentation importants. Alors prenons le cas du cuivre par exemple, petit facteur 3 sur le cuivre, ça peut paraître faible, mais c'est en termes de volume colossal. Vous prenez un véhicule type Tesla haut de gamme, un véhicule, c'est 300 kg de cuivre. Toute la connectique se fait de cette manière-là. Donc vous voyez la consommation et donc l'effet rebond de tension qu'il va y avoir du fait de la consommation énergétique vers, en tout cas sur l'évolution de la consommation de l'énergie à travers l'utilisation de véhicules électriques, de batteries. Et puis, ce que je voulais vous rajouter, c'est montrer cette intensité. Vous avez ici, sur la partie droite, l'ensemble des matières premières, des matériaux que l'on va retrouver assez classiquement, le cuivre, le lithium, le nickel. Vous avez un véhicule électrique, un véhicule conventionnel. Ben, vous voyez que sur l'ensemble des matériaux, il y a un facteur 6 sur la quantité de matières premières qui va être mobilisée. Vous regardez sur la partie production d'énergie, en kilogrammes par mégawatt, donc le gaz naturel, le charbon, le nucléaire. Quand vous passez au solaire photovoltaïque, à l'éolien onshore ou offshore, vous voyez qu'il y a un facteur 6, 10, un facteur 15 sur la quantité de matières premières qui est utilisée de ce type-là pour développer les procédés. Donc vous voyez qu'il y a bien un risque, et ce risque il est en plus géopolitique. Pourquoi ? Parce que vous avez ici globalement les principaux pays, dont les trois plus importants que sont la Chine, la République démocratique du Congo, qui n'a que de démocratique que le nom de son pays, et l'Australie. Vous voyez les zones d'extraction, vous voyez par exemple le graphite qui est utilisé dans nos batteries, une très très forte partie d'extraction qui se fait en Chine. Mais ce qui est important, ce que Homo energeticus a tendance à oublier, c'est qu'au-delà de l'extraction, il y a la transformation, le processing en bon français, la transformation. Et vous voyez que la Chine se positionne de manière quasi hégémonique sur ces procédés de transformation. Donc regardez le graphite, à gauche et à droite, vous voyez que globalement, vous avez quasiment une maîtrise totale du graphite par la Chine. Donc vous comprenez bien que les tensions géopolitiques ou le discours géopolitique va venir s'inviter, comme il a toujours fait d'ailleurs, dans le cadre des discussions autour de l'énergie. Alors là, je vais passer vite là-dessus. Si quand même, pour vous dire que il a été important aussi de réfléchir sur la partie transport et la partie carburant du futur. Alors je vous en parle parce qu'on en entend beaucoup parler dans les médias des carburants de synthèse, donc les synthetic fuels ou e-fuel, donc electrical fuel, et les biofuels, donc qui sont des carburants qui sont obtenus à partir de déchets végétaux, à partir de résidus, à partir de microalgues en particulier. Et les biofuels qui sont issus donc des friteuses, des grands producteurs ou des graisses animales. Donc vous avez sur la partie gauche, pour l'aérien, ce qui est attendu en termes de pourcentage de
carburant de synthèse ou de biofuel à l'horizon 2035 et 2050. En 2035, il sera nécessaire qu'il y ait 5% de carburant de synthèse et 20% de biofuel dans les carburants pour l'aviation. En 2050, on a un maximum de 35% en e-fuel et 70% en biofuel. Donc vous voyez que ces quantités de carburant qui vont permettre d'atteindre la neutralité carbone vont augmenter pour l'aérien. Si on s'intéresse au transport maritime, on va avoir à peu près les mêmes réglementations. Vous avez là sur la partie basse des navires donc de jauge brute supérieure à 5000 tonnes, donc des gros navires. Et quand ils vont arriver dans un port de l'Union européenne, ils devront réduire leur émission de gaz à effet de serre, mais aussi ils devront utiliser au minimum 2% de carburant durable en 2034 au plus tard. Alors 2%, ça paraît pas beaucoup, mais c'est énorme en termes de volume et de quantité. Et vous regardez sur la partie en bas à droite, vous voyez qu'en 2040, en 2045, en 2050, on attend 80% de réduction d'intensité carbone pour le transport. Alors, comment y arriver? Donc, c'est un point important et c'est là où j'ai tendance à dire que la science ne va pas tout résoudre et la science ne peut pas tout résoudre. En revanche, elle peut permettre de générer, on va dire, des espaces qui nous permettent de nous adapter et qui vont nous permettre d'anticiper. Donc là, à l'heure actuelle, l'idée, c'est de dire, si j'ai de l'électricité bas carbone, donc qu'elle soit originaire donc des éoliennes, du photovoltaïque ou du nucléaire. Donc sur la partie gauche, donc vous voyez une production d'électricité. Vous avez de l'électricité bas carbone, donc un réacteur nucléaire en particulier produit aussi de la chaleur. Électricité bas carbone, chaleur, vous avez la possibilité, à partir de l'eau, de fabriquer de l'hydrogène bas carbone. Cet hydrogène bas carbone, donc vous allez pouvoir le garder, le stocker, on peut en faire du stockage intersaisonnier. Mais l'idée, c'est de le faire réagir avec du carbone, avec une source de carbone. Et cette source de carbone, c'est présenté ici, elle peut être soit directement obtenue, le DAC, Direct Air Capture, donc en imaginant des procédés qui vont récupérer le CO2 directement de l'atmosphère, mais aussi récupérer le CO2 à partir de biomasse, ou alors récupérer le carbone à partir de nos déchets. Et donc, si vous avez du carbone, si vous avez de l'hydrogène lui-même produit de manière décarbonée, vous avez la possibilité, avec là aussi beaucoup d'énergie, la possibilité de fabriquer du CH4 dans des molécules hydrocarbonées. Donc, c'est la conversion Power to X. Donc, C plus H2, je fais CH4. CH4, je fais CH3OH, je fais du méthanol. Je peux faire du méthanol. Si j'ai du méthanol, je peux faire de l'éthanol, donc de l'éthylène. Donc je peux aller vers la notion de plastique. Et si je remonte la chaîne réactionnelle, j'arrive au carburant de synthèse. Donc vous voyez que l'idée, et ça, ce schéma-là structure à l'heure actuelle beaucoup de travaux de recherche dans le monde, c'est de dire on va faire ce que fait la nature avec la photosynthèse, mais la nature, la différence de nous, elle a beaucoup de temps. Nous, on a beaucoup moins de temps et on doit faire face à une urgence, notamment une urgence climatique. On est donc en devoir de développer des procédés nous permettant de revenir dans ces éléments-là. Alors, ce que je vous ai mis là, sur la partie droite, c'est la réglementation Fit for 55, la réglementation européenne que je viens de présenter, à savoir, rappelez-vous, 5% de carburant de synthèse en 2035 et 35% en 2050. Vous avez les millions de tonnes de kérosène donc au niveau français, et au niveau européen, c'est facile, il faut multiplier par 10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 2050, pour fabriquer les 35% de carburant de synthèse, en termes d'énergie, il faudrait mettre, entre Roissy et Orly, un EPR. Donc ça, c'est en 2035. Et en 2050, 7 EPR. Et en Europe, vous multipliez par 10, c'est l'équivalent de 70 EPR pour
uniquement répondre à la réglementation. Donc ce que je vais vous dire, c'est que ne tirez pas la conclusion qu'il va y avoir 7 ou 10 EPR entre Orly et Roissy en 2050. Je suis en train de vous dire qu'en termes de volume, chaque EPR étant à 1600 MW de puissance installée, hein. Donc ayez en tête que tout ça, ça va nécessiter des quantités très importantes d'énergie. Je termine avec cette planche-là qui est un peu une synthèse de comment, au niveau scientifique et technique, mais aussi au niveau sociétal, comment Homo energeticus peut imaginer un futur désirable. D'abord, je pense que ce qu'on a toujours fait en France, on a toujours aimé bien mettre en silo les énergies, le nucléaire versus les renouvelables, versus l'oil and gas. Bon. Je crois qu'à l'heure actuelle, on n'a plus le choix. Il faut qu'on bâtisse des scénarios globaux avec du nucléaire, du renouvelable, avec de l'hydrogène, avec du stockage. Donc cette notion de multivecteur, elle est importante. La notion de multi-échelle. Donc nous avons 22 millions de véhicules, nous avons 32 millions de véhicules particuliers en France, de tête. Si on se projette sur une vingtaine de millions de véhicules électriques à l'horizon 2030-2035, hein, quand les véhicules thermiques ne seront plus mis en vente, pour 1 million de véhicules électriques, il faut globalement 1 gigawatt installé. Donc 20 millions, 20 gigawatts. Si je garde mon analogie avec les EPR, ça fait une douzaine d'EPR. Donc pour répondre à la demande de ces 20 millions. Alors vous allez me dire, Stéphane, ces 20 millions, ils ne vont pas tous se plugger en même temps. Donc on n'a pas besoin de tout. Et vous aurez raison. J'ai juste envie de vous dire qu'il y a un pic, qui est le pic de 19h, où la plupart des gens vont rentrer avec leur véhicule électrique et vont avoir pour réflexe de se brancher dans leur bâtiment, dans leur maison particulière. Et là, ça va faire un appel important. Et c'est là où vont être développés des réseaux intelligents qui vont être capables de discuter avec votre véhicule. Parce que votre véhicule, pour moi, ça s'appelle une batterie sur roue. Et votre batterie va devenir un élément de ce réseau. Et vous voyez que ces notions d'échelle, de multi-échelle, elles sont extrêmement importantes. Réseau intelligent, économie circulaire, on en a parlé. L'innovation, bien sûr, les réglementations. Puis je finis avec ça, l'adhésion à la société. L'adhésion de la société avec le fait que la sobriété va nécessiter de changer énormément nos modes de vie, que certains sont plus confortables que d'autres pour le faire, que certains, avant de penser à la fin du monde, ils ont à gérer la fin du mois. Et ça veut dire que c'est aussi important d'avoir cette vision globale. Alors je termine avec une dernière planche, et c'est vraiment la dernière, je vous le promets. Vous avez ici une planche avec l'ensemble des pays, et donc depuis 1880 que nous avons les relevés de température de ces pays. Et donc il y a eu un travail qui a été fait pour chacun des pays dans la période 1951-1980. Pour chaque pays, on a fait une moyenne. Et ensuite, on a repris l'ensemble des données et on a fait cette animation-là en disant, par rapport à la moyenne calculée entre 1950 et 1980, est-ce qu'on est plus froid, moins 1 degré, bleu clair, moins 2 degrés, bleu marine, ou est-ce qu'on est plus chaud que cette moyenne, donc plus 1 degré en orange. Donc vous voyez dans les années défilées, avec donc la moyenne, plus froid, plus chaud, de manière assez homogène. Alors je ne vais pas montrer là où était la France. Donc, la France, elle est en haut à droite. Et vous voyez qu'à partir des années 50-60, donc les 30 glorieuses, on va commencer à avoir une activité industrielle plus importante. Et puis arrivent les années 80, 90, où là on voit qu'il commence à se passer quelque chose. Et puis à partir des années 2000, on a vraiment le sentiment que cette tendance, et donc là vous voyez qu'on a arrêté la simulation en 2017. Donc vous voyez que uniquement à travers une démonstration visuelle, l'impact de notre activité et l'urgence par rapport au changement climatique s'impose à nous. Donc Homo energeticus, il va avoir besoin de travailler. Donc je dis pas que je suis comme Michel Serres, qui est un de mes maîtres à penser. C'était pas mieux avant. Pour moi, ça sera mieux demain. Ça sera mieux demain parce qu'on va prendre conscience et qu'on va essayer aussi de développer beaucoup de choses.
Et puis si ces histoires d'Homo energeticus vous intéressent, mon livre est sorti il y a juste un mois et j'aurai le plaisir d'échanger avec vous tout à l'heure, donc à la librairie Erol, sur ce livre-là. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Oui, bonjour. Bonjour. J'ai une question en fait. Les 50 ans du programme électronucléaire français, c'était 73 de mémoire, enfin en tout cas le lancement officiel. Dans votre exposé, vous évoquez notamment pour l'horizon 2050 70 EPR à titre de fiction, bien sûr, mais enfin. Oui, non, cela, j'y crois pas du tout à cela. Bien sûr. Voilà. Cela étant. Est-ce qu'il existe un véritable scénario désirable où le nucléaire, notamment avec des neutrons rapides, puisque on a des réserves, je dirais, quasi illimitées en combustible, s'agissant du combustible pour les neutrons rapides, enfin notamment à La Hague, d'après ce que j'ai compris. C'est ça. Est-ce qu'il existe un scénario qui puisse justement être désirable avec le nucléaire ? Un scénario qui permette de remplir, je dirais, les objectifs de réduction, de décarbonation qui soient réalistes et surtout considérables. Voilà. Ouais. Oui, merci pour cette question. Donc, en fait, pour qu'il soit désirable, il faut qu'il corresponde à une réalité et qu'il soit effectivement déployable. Pour être désirable, il faut que l'électricité, donc rappelez-vous, 55 et maintenant les nouvelles visions sont plutôt aux alentours de 65-70% d'électricité bas carbone, donc avec un mix, je vous l'ai dit, nucléaire et renouvelable. On voit bien que pour répondre à cette augmentation, il y a forcément une augmentation à la fois des renouvelables et à la fois du nucléaire. Donc ça, c'est ce qui a été présenté dans différents plans. Donc je suis passé assez vite sur les planches, mais cette augmentation, elle est nécessaire. Alors, elle est nécessaire pour le nucléaire, mais pas avec le nucléaire que vous avez évoqué des années 50, avec un nucléaire qui a évolué, qui est globalement, en prenant en compte l'expérience de 50 ans d'exploitation, avec aussi les accidents étrangers, que ce soit Fukushima en particulier ou Tchernobyl, c'est de développer ce nucléaire-là, avec l'optique d'un déploiement à terme de la quatrième génération que vous évoquez, où là, par rapport au parc actuel, on va être en capacité d'utiliser des matières qui sont soit stockées à La Hague, soit stockées ailleurs, je pense à l'uranium appauvri en particulier, qui permettront, en termes de matière et de projection, d'avoir plusieurs milliers d'années. Alors après, il faut aussi intégrer le fait que les travaux sur la fusion nucléaire, si on se met vraiment... Alors, pour moi, la fusion nucléaire, je ne l'imagine pas répondre au net zéro 2050. En revanche, il faut continuer à travailler sur la fusion parce que je pense que c'est à minima l'énergie nucléaire du siècle prochain. Donc il y a un continuum où on doit à la fois produire toujours plus d'électricité carbonée. Moi, je suis en train de vous dire que le nucléaire, ce n'est pas la solution, mais je suis en train de vous dire qu'une solution sans le nucléaire, elle est très difficile à être désirable. Parce que ça veut dire, il y a d'autres pays qui ont fait ce choix-là. Vous voyez à l'heure actuelle le retour au charbon, le retour au gaz, ce que ça amène en termes d'impact. Donc c'est en ce sens-là qu'on doit répondre. Non, monsieur question portée sur les neutrons rapides. Oui. Pardon. Oui, désolé, je laisserai la parole évidemment, oui. Mais je voulais juste donc votre réponse ne porte finalement pas tellement sur les neutrons rapides puisque bon, c'est la quatrième génération, mais on comprend que ça va être dans un horizon quand même relativement lointain et donc pas prêt pour 2050. Non, avec notamment l'arrivée des startups dans le nucléaire, que ce soit au niveau français, au niveau européen, au niveau... Donc à l'heure actuelle, moi à titre personnel je le fais, j'accompagne des startups de quatrième génération. Donc leur optique, c'est un déploiement avant 2050. Mais ça sera sur des petits réacteurs, mais c'est le début, je dirais, aussi de la montée en puissance de ce type d'industrie. D'accord. Bon, enfin en tout cas, à titre personnel, je regrette finalement. J'ai cité les 50 ans de notre programme, et il faut quand même rappeler qu'il y a 50 ans, le réacteur Phoenix démarrait également, bien sûr. Qui était des neutrons rapides, et malheureusement, on a vraisemblablement perdu notre avantage et la désirabilité de cette technologie. Voilà. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour. En fait, ma question, elle concerne
la conciliation entre la nécessité que vous avez évoquée de poursuivre le programme nucléaire et les centrales nucléaires ont besoin, pour leur circuit de refroidissement, d'utiliser l'eau des rivières. Ouais. Or, avec le réchauffement climatique, on se rend compte qu'il y a de moins en moins de précipitations et de plus en plus de rivières qui ont des débits extrêmement faibles et qui sont en baisse. Et dans ces cas-là, est-ce que technologiquement, c'est réaliste d'envisager donc de poursuivre les programmes nucléaires à haute intensité tout en sachant que les débits des rivières risquent de baisser et risquent de baisser encore dans les années à venir? Merci de pointer ce point qui est important. Vous l'avez dit, un changement climatique qui va arriver, qu'on vit déjà, hein, on y est dedans, vous avez cité ça. Moi, je vais vous citer les épisodes météorologiques extrêmes qui vont impacter peut-être la production d'électricité par les éoliennes, parce que quand il y a des ouragans, les éoliennes, ça ne marche pas. Les panneaux solaires, quand il y a des blizzards, des tornades, des vents de sable, ça ne marche pas non plus. Et en plus, il faut de l'eau pour les nettoyer. Ce que vous dites est très vrai, mais ça va être vrai pour tous les moyens de production énergétique. Donc je dirais que la vision, c'est ce que je voulais vous faire passer comme message, elle est globale. Moi, je suis en train de vous dire une chose, c'est qu'il y a trois leviers à votre niveau, je dirais, qui sont le levier 1, sobriété. Sobriété, vous, en tant qu'individu, à quoi vous êtes prêt à faire face? J'arrête la viande, j'arrête l'avion. Et il y a des gens qui commencent à le faire. Demain, on va nous dire, l'autoroute, ça ne sera pas 130, ça sera 110 km/h. Donc c'est cet aspect sobriété. Vous, en tant que citoyenne, à quoi êtes-vous prête? Le second levier, c'est vous, quelle est votre vision pour votre pays? Est-ce que votre pays, c'est un pays où il y a une industrie, où on fabrique du paracétamol, où on fabrique des voitures, où vous dites, moi, c'est comme le Luxembourg, nous, on aura de l'argent, on achètera ailleurs. Et le troisième levier, c'est, on a parlé du programme électronucléaire, c'est la souveraineté de votre pays. Vous, en tant que citoyenne, vous dites, moi, mon pays, en termes de souveraineté, je veux qu'il soit indépendant énergétiquement au maximum, ou, moi, on se débrouillera. Moi, vous me dites exactement où vous mettez le curseur sur ces trois leviers, et mathématiquement, vous aurez un mix énergétique adapté, avec du nucléaire, du renouvelable, pas de renouvelable, pas de nucléaire. Mais ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas le nucléaire et le renouvelable. C'est vous, quel choix de société, en tant qu'individu, en tant qu'homo energeticus, vous souhaitez. Alors ça, à titre personnel, quand on le fait, c'est déjà pas simple. On est 68 millions d'habitants. C'est pas forcément beaucoup plus simple. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que on se focalise beaucoup sur les moyens énergétiques, sur le nucléaire, hein, et c'est normal, il y a beaucoup de questions autour de ces procédés-là, mais vous l'avez vu aussi avec les matières premières, il y a aussi beaucoup de questions qui se posent sur le renouvelable, parce que quand le renouvelable n'est pas fabriqué chez nous, c'est sûr, hein, en termes d'eau, vous parlez d'eau, l'eau qui est utilisée pour aller extraire et purifier les matières premières en Mongolie intérieure, je peux vous dire que c'est significatif, mais ce n'est pas chez nous, d'accord ? Donc moi, ce que je suggère, c'est qu'on ait cette vision d'Homo energeticus un peu globale, où on se dit quel type de société on veut et comment on se débrouille pour avoir un consensus là-dessus. Merci beaucoup et nous allons donc pouvoir maintenant passer à la synthèse. Merci beaucoup, Monsieur Sarad. Effectivement, on va passer à la synthèse. Je sens qu'il y avait encore des questions à la salle, mais on est obligé de tenir le temps. La question que vous nous aviez posée, quel avenir désirable pour Homo energeticus, elle était très intéressante. Le but, c'était de nous offrir une vision globale de l'avenir et comment il pourrait être attractif ou pas. Alors, vis-à-vis, il y a des choix de société qu'on va en faire, comme vous l'avez précisé en question. Mais vous êtes parti, dès le début, de définir ce que c'est que l'Homo energeticus. C'est ça qui conditionne quel avenir désirable on veut construire. Et c'est la notion d'addiction qui est venue en premier, et c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Addiction aux énergies, addiction à la possibilité de transformer le monde, et c'est quelque chose, effectivement, que vous avez très bien souligné, qu'on remarque, qui est souligné aussi beaucoup en extérieur, et qui
au point de vue de l'histoire, revient énormément. Certaines personnes, dont je ne citerai pas le nom parce qu'elles ne sont pas là, mais mentionnent très bien qu'aujourd'hui, la moindre personne vivant dans l'OCDE vit comme un abat, au regard des moyens énergétiques déployés pour vivre. Et vous avez montré que cette addiction, elle se voit jusque très facilement dans les prix de l'électricité qui explosent à la moindre tension sur le marché énergétique, ce qui est un témoin de la volonté qu'on est capable de mettre pour aller chercher cette énergie qui nous rend addicts pour l'instant. Et comment les 4 leviers que vous décrivez, ce sont 4 leviers justement pour sortir de cette addiction. Les 4 leviers, la sobriété, donc une sorte de pauvreté choisie, comme vous l'avez quelque part un petit peu. C'est en tout cas les sacrifices que l'on est prêt à faire. Moi, je préfère le terme de déconsommation. Déconsommation. Effectivement, où on voit une sorte de désinvestissement dans l'énergie que l'on est prêt à consommer. Donc la sobriété, l'efficacité énergétique, qui là est un levier assez technique pour le coup, et puis derrière les énergies nucléaires et renouvelables, c'est une vision globale que vous nous avez proposée, tant sur ces leviers que dans le mix énergétique, et quand on voit les changements nécessaires que vous avez proposés, tant dans la consommation globale, qui doit chuter de 40%, que d'ici à 2050, que dans le mix énergétique et la proportion à avoir plus d'électricité. Ce sont vraiment des changements majeurs et les obstacles que vous avez soulevés à ce point de vue-là sont assez problématiques et ne sont pas tant d'ordre physique que d'ordre géopolitique ou au moins géosociétaire. Effectivement, la question de considérer si nous sommes encore dans un monde fini ou infini, le changement commence à s'amorcer au niveau de notre conception de l'énergie de plus en plus, mais la transition reste pas mal à faire sur ce qui est des ressources naturelles, notamment en termes de minerais, et puis aussi les questions géopolitiques, vous les avez soulevées à de très nombreuses reprises, et je pense qu'on ne fait qu'effleurer que de très près le sujet, avec évidemment qui possède ces ressources, qui les extrait, qui les processe. Et toutes ces questions, elles vont créer des tensions géopolitiques et même elles vont remettre très probablement en question la structure même de beaucoup de sociétés en ayant des conséquences très concrètes dans la vie des gens au quotidien. Et donc vous appelez justement à ce que pour que l'avenir soit désirable, pour qu'on atteigne cette neutralité carbone en 2050, il faut avoir une vision globale, une vision multivecteur, qui est un terme que je n'envisageais pas du tout pour ce qui est de considérer une stratégie carbone, mais multi-échelle aussi, qu'elle s'incarne à la fois dans les productions de masse et jusque dans le très concret pour les gens, et en utilisant le maximum de méthodes, de ressources et de possibilités à nos égards, parce que ce n'est que comme ça qu'on s'en sortira. C'était à certains égards effrayant, mais également assez stimulant de voir cette construction d'avenir très concrète, et je vous en remercie. Merci à vous.